Merci d'être avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de cette première table ronde dédiée à l'industrie verte et nous allons parler de solaire thermique. Et pour ce faire, on souhaite la bienvenue à Gaëlle Parence. Vous êtes gérante d'Aquasun, mais pas uniquement. Vous êtes aussi à la vice-présidente de l'UMGCCP et aussi de Qualit ENR. Et nous avons aussi avec nous Olivier Gaudin. Vous êtes président de Solisar. Alors moi, j'ai une première question. C'est qu'on parle beaucoup de solaire photovoltaïque, un petit peu moins de solaire thermique. Pourquoi ? Comment on explique cette tendance ? Gaëlle Parence, peut-être, pour débuter ? C'est très simple. Ça vient, si on refait un peu l'histoire, en 2000, on avait lancé un plan, l'État avait lancé un plan solaire, ça a marché très bien. Après, ça a été un peu fusillé, on va le dire, par l'État lui-même sur des propositions de PV et de rachat. Et depuis, on a laissé tomber, et c'est le parent pauvre. Et c'est le parent dangereux pour les gros énergéticiens qui avaient à l'époque, qui avaient des monopoles. Je donne un exemple, un chauffe-eau solaire, on est capable de faire dans toute la France entre 2500 et 3000 kWh par an, ce qui fait la consommation de l'eau chaude pour 4 personnes. Donc si vous multipliez par le nombre d'habitations, vous vous rendez compte qu'on va vraiment demander d'électricité ou de gaz. Donc ça a été plombé involontairement, mais sciemment, je pense, par des gens, ce mon recul. Et je comprends pas cette bêtise où on axe tout sur le photovoltaïque et on ne parle pas des usages. Moi, je dis, on a le roi soleil et on a des usages différents de l'un à l'autre, avec des technicités qui sont avec du rendement bien supérieur, avec du thermique de l'ordre de 900 watts au mètre carré par an, et sur le photovoltaïque de l'ordre de 300 watts. Je ne vais pas faire marcher mon micro-ondes et Internet avec de l'eau chaude, mais je vais pouvoir faire 80% de mon chauffage avec de l'eau chaude et faire mon eau chaude sanitaire. C'est incompréhensible pour moi. L'association Qualit ENR a été créée au départ pour développer les énergies renouvelables et pour développer le solaire thermique. Et je ne comprends pas cette façon de faire de tous les installateurs, de toutes les instances politiques qui parlent photovoltaïque, c'est solaire. Ils oublient le thermique. Mais je pense que les choses sont en train de changer en ce moment. D'accord. Vous avez une explication, vous aussi, à donner ? Alors la même que Gaëlle, que je partage pleinement. Et je rajouterais que sur les avantages du solaire thermique sont malheureusement méconnus. Donc il y a une énorme méconnaissance, alors qu'on connaît très bien le photovoltaïque. Donc je vais en rappeler quelques-unes, mais le photovoltaïque est très bien pour autoconsommer les 20% de notre consommation du résidentiel qui sont de l'électricité. 80% c'est la chaleur. Et là, le solaire thermique est très bien. Et les avantages du solaire thermique, c'est qu'il n'y a pas de conversion de cette chaleur. Comme dit Parel, on économise 4 fois plus de kilowattheures par mètre carré installé. C'est plus rentable, parce que cette conversion fait qu'on économise beaucoup plus d'énergie. En plus, ça protège de la hausse du prix de l'électricité. On n'est pas limité par un tarif de rachat. Donc, si l'électricité va se dégeler de 60%, la rentabilité du thermique s'améliore de 60%. On est sur des durées de vie qui sont excellentes comme le photovoltaïque, mais un petit peu plus longues, une dizaine d'années de plus. Et puis la chaleur se stocke très bien. L'eau, c'est complètement renouvelable. Ce qui fait qu'on peut stocker pour couvrir des très grandes quantités de nos besoins. C'est fabriqué en France. La France est même exportatrice nette. Et donc, c'est extrêmement vertueux pour l'environnement, pour la création d'emplois, pour nos activités, puisque la création est en France et puis on va importer moins d'énergie très carbonée, parce que là, en thermique, on économise beaucoup de chaleur, qui est essentiellement du fioul, du gaz ou de l'électricité, mais de l'électricité hivernale, c'est-à-dire faite avec des centrales thermique, gaz, fuel ou pire, maintenant charbon, puisque la production décarbonée baisse en France. Par rapport à Solisar, je sais que ça fait quelques années que vous existez déjà, il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'historique de la société et aussi nous parler finalement de ces technologies que vous avez développées ? Alors voilà, donc on a innové pour partir d'une feuille blanche. Et donc les 3 innovations qui font le succès de Solisart, c'est la performance. On a le chauffage solaire le plus performant mesuré d'Europe, avec 60% de performance de plus que le meilleur autre de nos confrères. On a un brevet sur la gestion de l'excédent d'énergie l'été, qui était un des talons du solaire thermique. Et
tous nos systèmes sont connectés et intègrent de l'intelligence qui permet d'être sûr du bon fonctionnement dans le temps de l'installation, avec des envois d'emails à la société d'installation, la société de maintenance, il y en a une, et Solissart, qui permettent de s'assurer d'une évolution possible et de corriger pour toujours avoir le fonctionnement optimum. Et cet autodiagnostic, c'est aussi un gain de temps pour le chauffagiste. Il est informé à l'avance. Et comme on sécurise nos besoins énergétiques, puisqu'on a 2 sources de chaleur pour couvrir nos besoins, c'est-à-dire que si, par exemple, ça peut être la chaudière qui tombe en panne, eh bien, il y a le solaire qui prendra la relève et qui informera le chauffagiste que sa chaudière est en panne, et il pourra caler si, voilà, il y a, par rapport à la météo ou par rapport à la période de l'année, parce qu'on est autonome très souvent 6 mois dans l'année, mais ça laisse un plus de temps et on n'est plus dans la réaction par urgence, mais on peut planifier parce qu'on dépend de 2 énergies, pas que d'une. D'accord, très bien. Donc très intéressant, notamment avec la hausse des prix, etc. On se dit c'est une bonne solution. Quel est le terrain de jeu idéal pour le solaire thermique? Toutes les consommations énergétiques et qui sont à boucle d'eau chaude. C'est tout. On va remplacer l'énergie du gaz, du propane, du gaz naturel, des packs aussi, parce que les packs, c'est très bien. Ça consomme un peu d'électricité, des notes, donc voilà. Après, c'est un très bon relais. Mais bon, moi, je vais sur des installations où on a des autonomies de 80%. Bon, peut-être même plus, on peut essayer de forcer. Donc, ça veut dire que les gens ont des consommations beaucoup plus basses, donc des factures beaucoup plus basses. Et c'est un bienfait aussi pour la planète, parce qu'on fait de la décarbonisation. Et on est sur du matériel qui n'a pas de moteur. C'est que des pompes. Au pire, en SAV, j'ai une pompe à changer. Au bout de 10, 15 ans, 20 ans, mais c'est rien. Et le gros avantage que je dirais dans le système, cette semaine, je suis passé d'une installation complexe, 3 zones de plancher chauffant, une zone radiateur. On avait une PAC qui avait 20 ans, avec une surface, donc à 1 mètre sous terre. La PAC était cassée. La personne a voulu changer. On est passé sur une chaudière granulée pour faire les 25-30% qui vont manquer de cette maison. On a réglé les paramètres en l'espace de 5 minutes. Voilà, et ça fonctionne, on a les alarmes, on a tout. Donc cette modulation qu'on n'a pas quand on fait qu'une seule énergie. Moi, je suis pour la PAC, pour le solaire, pour le gaz, pour un peu de fuel, parce que des fois on peut ne pas avoir de cas. Je suis pour l'hybridation ou le mix énergétique. Mais on fait la base avec quelque chose qui consomme le moins possible de carbone et qui coûtera le moins cher. Voilà. Et la vraie solution, il n'y a pas une solution. Il y a une multitude de solutions avec une base. Je ne vais pas mettre à Paris, dans une immeuble haussmannien, des capteurs solaires en façade et un système solaire combiné. Ça ne peut pas être... je pousse. Je peux pas le faire. Je ne peux pas non plus mettre des packs en façade sur les bâtiments haussmanniens. Donc il faudra garder aussi du fossile avec des chaudières moins. Voilà. Tout ça. Mais après, dès qu'on est dans des bâtiments où on a des surfaces de toiture, où on a des surfaces cachées, il y en a beaucoup. On va parler de ce qu'on peut faire. On ne va pas parler de la bouteille qui est à 10% de moins, on va parler de la bouteille qui est à 90% pleine. Et je pense qu'on peut faire au moins 70% des bâtiments comme ça. D'accord. Au niveau des collectivités, vous avez de la clientèle qui est passée à l'acte, qui s'est engagée dans ces projets. Est-ce que vous pourriez nous en parler, justement, de ces bâtiments publics, finalement, qui se sont équipés? Bien sûr. Donc, alors, quelques références un petit peu emblématiques. Il y a la piscine de Montmélian, qui est la première piscine chauffée au solaire. 40 ans, les panneaux, ils marchent toujours. Ils font 27 000 € d'économie annuelle. Et donc, c'est des installations qui sont vite rentabilisées. Et comme la durée de vie du produit est très longue, eh bien, qui sont rentabilisées beaucoup plus de fois que la majorité des autres solutions. Je peux citer aussi un hôpital, l'hôpital de Martel de Bonneville, qui est instrumenté fait l'objet d'un NTE, donc ADEME instrumenté, ou chauffé par des panneaux solaires Solissart et un système Solissart, et on fait 50% d'économie chauffage et eau chaude.
et 60% de productivité de plus que l'exigence du fonds ADEME. Et donc, en fait, le solaire thermique marche très bien quand il y a des besoins de chauffage et d'eau chaude avec un réseau hydraulique. Et les deux avantages, je dirais, par rapport au chauffe-eau solaire qui est un peu plus connu, c'est que le fait de travailler à basse température, ça permet un gain de rendement de 60%, en tout cas avec nos solutions, ce qui fait que et le prix posé baisse avec la surface. Et donc on a deux avantages, c'est qu'on a un prix posé qui est plus faible et une meilleure performance, et donc le retour sur investissement est 2 fois meilleur. Donc pour une habitation, pour un tertiaire, pour un logement, qu'on peut mettre du chauffage solaire, c'est toujours une solution qui est extrêmement intéressante et beaucoup plus que l'eau chaude, qui est plus connue. La deuxième intérêt du chauffage solaire, c'est qu'on a la même productivité de Marseille à Lille, même en Belgique où on exporte, pour une raison toute simple, c'est que la baisse d'irradiation qui fait baisser le rendement de l'eau chaude ou du photovoltaïque, en chauffage solaire, elle est compensée par une période de chauffage plus longue, ce qui fait qu'on a la même productivité partout en France, et donc la même rentabilité partout en France. Et c'est la seule solution qui le permet. Donc on est là sur une vraie bonne solution pour baisser nos consommations d'énergie avec une excellente rentabilité. Au niveau des autorisations pour installer ces équipements, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est plutôt simple? Est-ce que ça dépend des régions? Alors voilà, je vais essayer. Alors, il y a des parties avec des ABF à faire. Et il faudrait savoir ce que veut faire l'État. Soit ils veulent décarboner, mais il faudrait qu'ils en parlent à la culture. Parce qu'effectivement, on va mettre des panneaux. Effectivement, on va changer, ils vont passer d'une couleur noire. Et on ne met pas les panneaux sous les tuiles. Parce que j'en ai qui me disent ça, les architectes de bâtiments historiques. Mais vous mettez vos panneaux sous les tuiles et puis ça sera très bien. Donc voilà, il faudrait que le bras droit parle au bras gauche et qu'il y ait un cerveau au milieu, parce que franchement, c'est lamentable. Il y a des progrès qui sont faits, mais pas assez. Moi, j'ai plein de blocages en ce moment sur Pau. Il y a un concours, il y en a un qui va se gripper, et alors là, il va bloquer tous les dossiers. Bon, après, politiquement, on va les lever. Mais c'est inadmissible. Si vous voulez, ils ne veulent pas évoluer. Donc, s'ils ne veulent pas évoluer, mais ils ont qu'à rester au temps de la préhistoire, et puis il n'y a pas de problème. Mais ils ne veulent pas évoluer. Et le plus rigolo, c'est que moi, je les rencontre, ils sont dans des bâtiments qui sont très froids maintenant. Ils se plaignent de ça, et de l'énergie. Je dis, mais il y a des solutions. Ben, on ne va pas vous plaire, donc je ne vous en parlerai pas. Et c'est ça. Et vraiment, on est sur de la bêtise humaine. Pour moi, c'est de la bêtise. Ou alors, il faudrait que les députés votent une loi obligeant les architectes à trouver une solution avec le propriétaire et les installations pour baisser le carbone de la maison. Voilà. Et ça, je crois que comme ça, à force, ils comprendraient. Parce que c'est pas, si on isole tout, il faut quand même chauffer. Et à moins que les gens aiment se laver avec l'eau froide, mais en général, on aime bien une eau à 37, 40 degrés, quoi. Et donc voilà, il y a vraiment des problèmes. Oui. Et c'est pas du tout résolu. D'accord. Il y a des progrès, mais non. Et pourtant, il y a toutes les preuves sur le papier que c'est une bonne solution, que voilà, ça peut apporter un gain assez important sur les consommations et donc les émissions de carbone. Ils s'en foutent. D'accord. Clairement, les témoignages que j'ai, ils s'en foutent, certains. Très bien. Même sur des innovations comme les vôtres, qui aussi ont de la valeur finalement pour l'industrie française. Ça fait blocage. Alors là, je vais prendre ma casquette de vice-président d'Enerplan. On pousse pour avoir le droit au solaire, qu'il soit photovoltaïque ou thermique, pour avoir le même droit que les Français ont le droit de mettre une antenne parabolique sur leur toit pour voir le match de foot. Les architectes ne peuvent rien dire, c'est un droit. Et on devrait avoir le droit, comme on a le droit de mettre un Velux ou une antenne parabolique, d'avoir le droit de mettre des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Et donc, on pousse là, sinon, avec la hausse du prix des énergies, à un moment, ça va devenir insupportable pour nos confrères français, et on va voir soit les centres-villes qui vont se vider, parce qu'ils ne pourront plus se chauffer et couvrir leurs charges d'énergie s'il n'y a pas de changement. Oui, on voit que les factures inquiètent un petit peu les Français de plus en plus, la précarité augmente aussi. Par rapport aux besoins
énergétique d'une maison, Gaëlle Parence, vous aviez un exemple à nous donner sur ces besoins énergétiques sur une maison de 120 mètres carrés à peu près, équipée en ENR. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu On sur passe ces le film exemples maintenant ou après? Ça serait mieux de passer le film pour qu'on comprenne et après on va... Il y a un petit film. Après. Après. Petit film. Bon. Mais les besoins, c'est simple. Sur une maison de 100 mètres carrés, à peu près 110 mètres carrés, relativement isolé. Je vais prendre un niveau RT 2005, voilà, à peu près. Hein. Donc c'est quand même assez vieux en RT. Les gens qui font des travaux d'isolation, dès qu'on surisole, qu'on change les fenêtres et qu'on réisole les plafonds et le sol, on arrive à peu près à ces niveaux de performance-là. On va pouvoir faire 80% des besoins. C'est tout. Donc ça veut dire 80% de gaz de moins, 80% d'électricité de moins, 80% de fioul de moins. Et on est excédentaire. Et la durée de vie de ce matériel, moi j'ai des installations que j'ai posées qui fonctionnent depuis 25 ans. Donc il n'y a pas de problème, pas de souci dessus. Après, si on a une piscine, chez nous on a pas mal de piscines, on peut chauffer la piscine aussi. Puisqu'on ne chauffe plus la maison, on chauffe la piscine. Et on fait l'eau chaude continuellement. Et pour une maison de 100 mètres carrés, à peu près, on va être entre 10, 12 mètres carrés. Et si on veut forcer le trait à 80%, on va passer à 15 ou 16 mètres carrés, le système. Voilà, alors on va dire entre 10 et 15 mètres carrés, selon l'isolation qu'on a, selon le comportement des gens. Il y a des gens qui sont à 18, ils vous disent qu'ils sont à 18. Ça, c'est quand ils payaient, les factures étaient là, et ils sont à 18. Mais en général, quand on a fait les travaux, ils sont jamais à 18. Ils sont toujours à 19, 20. Après, c'est normal, mettez-vous à leur place. Ils ont payé une investation qui a un coût. Ben, ils se font plaisir en chauffant et en améliorant leur confort. Parce que là, moi, hier soir, j'ai visité 2 maisons. Ils sont dans l'inconfort avec des très grosses factures. Donc, quand on va faire des travaux, il faut bien dimensionner parce qu'ils vont se chauffer à 20. Et ça, et on le voit. Et c'était pas des gens qui étaient pauvres, c'était dans les beaux quartiers, mais ils font attention. Donc, voilà, la difficulté, elle est là. Au niveau de l'installateur, il faut qu'il sente comment sont les gens, le comportement de température, pour refaire après le diagnostic. Et dans le diagnostic, il est forcé aussi qu'il faut des fois renforcer de l'isolation. Enfin, le solaire, c'est un tout, c'est global, c'est transversal. On va pas chauffer une passoire. On peut, hein, si on veut. Ça coûtait des millions, non, il faut. Mais des passoires telles que on entend, moi, je n'en vois plus. Chez le particulier. Je vois des maisons moins bien isolées, mais je ne vois plus de passoires comme on a vu. Depuis 10 ans qu'on a fait de l'isolation partout, ça s'est calmé, quoi. Les passoires thermiques, je peux en voir dans des appartements ou des vieilles maisons qui ont été abandonnées pendant... Mais là, c'est une rénovation totale. Et voilà, et ça, on fait ça pour plein de maisons. Et l'avantage, moi, je fais aussi du photovoltaïque, parce qu'il y a la facture... Ou alors, si je ne le fais pas, ils baissent leur facture de gaz, et puis ils disent après... ma facture électrique, elle a vraiment augmenté. Ils ne supportent plus parce qu'elle est plus haute que la facture de gaz. Donc on traite les deux. Et en plus, on a un problème qui est arrivé maintenant, c'est les voitures électriques. Donc les voitures électriques consomment des kilowattheures. Et le kilowattheure, ils vont entre 19 et 25 centimes le kilowattheure. Donc ça se compte. Une voiture électrique, c'est 3000 kilowattheures. Une consommation d'une maison normale sans chauffage, c'est 4000 kilowattheures. Et c'est 10 000 kilowattheures d'énergie fossiles. Voilà, et ça, on sait les traiter. C'est la même chose, c'est à base de soleil, mais il faut être capable de traiter l'ensemble pour faire une baisse massive de la facture et augmenter le confort. Ouais, le besoin de bien évaluer tout de même les besoins de chaque ménage. Et bien voilà, évaluation, et après, il faut regarder le comportement des gens aussi, c'est important. Alors pour aller un petit peu plus loin, on a un extrait effectivement d'un témoignage que vous allez prendre auprès de vos clients. On le regarde. Donc nous avons décidé de faire cet investissement donc dans un chauffage solaire qui nous produira donc l'eau chaude solaire, l'eau chaude sanitaire et le chauffage. C'est avant tout donc un acte civique. Donc nous avons fait le choix de faire une transition de l'énergie fossile vers une solution bas carbone. Pour ce qui est des économies d'énergie, nous avons gagné donc environ la somme de 1000 à 1100 euros par an, ce qui représente à peu près 87% de notre facture énergétique. Alors je peux commenter M. Tournier à Morlas,
Donc là, on a eu des ABF qui n'ont pas posé de problème, puisqu'on est en classification monument historique. Ce monsieur voulait sortir du fossile, il savait que sa facture de gaz augmentait, son confort baissait. Depuis 2 ans qu'il a ça, sa facture a baissé de 80%. On a arrêté le gaz, on a mis un appoint électrique, voilà, sans panneau. Mais il n'a pas fortement augmenté sa facture de gaz. Sa facture d'électricité a remonté, je crois, 250 €. Et comme son facture de gaz était très importante, je veux dire, la comparaison, ben, il a fait 80% sur son porte-monnaie d'économie. Quand il a additionné le gaz et l'électricité, il a fait 80%. Et là, il a une installation qui va à peu près durer 30 ans. Voilà. Et l'autre fois, il a vu un problème sur un relais qui s'est pas mis, mais bon, j'ai vérifié, ça s'est mis, je l'ai déclenché à distance. C'est l'avantage de la data et de ces systèmes Solisart, c'est que à distance, au téléphone, on s'arrête, on peut faire des interventions. Donc voilà, toutes les maisons devraient être équipées de ces systèmes-là, et ils seraient tous très contents, comme M. Tournier. Ah, la data, c'est quand même un élément très intéressant, parce que ça permet d'avoir quand même un regard aussi sur ce qu'on a chez soi. Indispensable. La data, dans ces cas-là, c'est indispensable. Au niveau de l'interaction du dépannage, s'il a fallu aller voir en relais à 18 h, le client n'aurait été dépanné que dans le meilleur des cas, si vous avez un ouvrier disponible, le lendemain vers 8 h. Là, à 18h15, il était dépanné. Aujourd'hui, c'est un super outil qui permet à la fois de gagner du temps pour le chauffagiste. Il n'est plus obligé de se déplacer. On peut changer une vitesse à distance, une loi d'eau, on peut faire énormément de choses, analyser, diagnostiquer, et dans la très grande majorité des cas, le client, il a chaud et il est dépanné au moment de l'appel. On a le client en ligne, il est dépanné. Plus besoin de se déplacer. Donc c'est un gain de temps énorme pour le chauffagiste. Et je pense que c'est une des raisons qui font notre succès, notre croissance annuelle de 40% depuis des années. D'accord. Est-ce qu'on peut dire finalement que le solaire thermique peut permettre de réunir le meilleur des mondes? Oui. Oui, absolument. Puisqu'il est le socle de la consommation d'une maison, d'une habitation. On va effacer au minimum entre 50 et 80%. Et qu'on peut gérer toutes les énergies derrière. Après, on peut aussi faire des gestions quand on fait des systèmes complexes. On a des zones. Moi, j'ai des clients qui ont 3 à 4 zones. Ils ne chauffent pas aux mêmes horaires. Ils n'ont pas les mêmes besoins partout dans la maison. Donc, on fait des économies, on accentue. S'il y a des zones, on va dire, dont il n'y a que le solaire qui va chauffer, il n'y a pas d'appoint. Voilà, on a une gestion au niveau des économies et du fossile qui est très importante, des appoints. Je ne connais pas beaucoup de systèmes qui sont aussi performants pour pouvoir gérer 4-5 zones et 2 appoints. Bon, moi, je fais des cascades d'appoints par rapport à telle époque, ou telle ceci ou cela. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à des techniques. C'est grâce à la data et aux box qui sont arrivés. L'électronique existait, hein, mais tous les systèmes existaient, mais il n'y avait pas de moyen de communication, d'interface entre la maison et le particulier sans les box, quoi. Olivier Godin, vous, sur cette partie du réunir vraiment des technologies comme ça qui peuvent faire avancer la décarbonation, qui peuvent permettre de faire des économies rapidement, c'est vraiment réunir le meilleur des mondes, vous partagez aussi ça? Ah, tout à fait, surtout que ça permet de placer le curseur là où on le souhaite, c'est-à-dire que... alors déjà, c'est intéressant, quelle que soit la zone géographique. Là, c'est des zones dans le sud-ouest. L'hôpital que je vous ai donné, c'était en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais en donner un en Belgique pour vraiment montrer que ça marche aussi bien. Là, on est sur une gîte chambre d'hôte avec piscine intérieure en Belgique. Ils font 75% d'économie et 10 000 litres de fuel économisé. Et on est sur des rentabilités de 5 ans, même en Belgique. Donc on voit que ça marche très bien partout en France et même dans le Nord. Et puis, on peut placer le curseur, comme le dit Gaël, à l'endroit où on veut. C'est-à-dire qu'on peut très bien choisir de faire 50% d'économie chauffage et eau chaude, comme on peut choisir de faire 80%. C'est-à-dire que si on peut rajouter un peu de capteur et avoir un peu de place en chaufferie, ce n'est pas toujours le cas, mais rajouter un ballon pour avoir un stockage et une autonomie un peu plus importante, eh bien on peut aller jusqu'à 80%, c'est-à-dire diviser par 5
nos charges de chauffage et d'eau chaude. Et ça a aussi plein d'autres avantages. C'est-à-dire que la durée de vie de la pointe il est multiplié par 5, c'est directement proportionnel à son temps de marche et son nombre de cycles. Ça veut aussi dire qu'on valorise l'habitation, puisque là, quand on divise par 5, on a gagné peut-être 3-4 étiquettes énergétiques. Et une habitation se valorise 4% par étiquette, c'est-à-dire que c'est rentabilisé dès la première année par la plus-value que ça apporte à la maison. Et donc on est vraiment sur une très bonne solution. Et puis il y a des cas qui sont encore plus favorables, c'est tous les cas où il y a des besoins l'été. On a cité la piscine, mais on peut citer des hôtels, des gîtes, chambres d'hôtes, il y a la consommation d'eau chaude l'été. On peut aussi citer du tertiaire ou du professionnel. Ça peut être des laiteries où il y a des besoins d'eau chaude toute l'année. Ça peut être des laveries où il y a des besoins d'eau chaude toute l'année. C'est-à-dire des besoins même l'été, quand il y a canicule avec un gros soleil. Mais là, on est sur des rentabilités qui sont 2 fois meilleures. C'est-à-dire que cette excellente chaleur estivale, là, va contribuer à faire des économies et baisser notre consommation d'énergie, donc notre impact environnemental. Et là, on est sur des rentabilités 2 fois meilleures. Donc tout le monde professionnel qui a des besoins de chaleur l'été, mais c'est tout simplement une excellente solution. Vous partagez évidemment. Ah oui, mais de toute façon, l'été, je connais tout le monde sous douche. Donc, s'il y en a qui aiment l'eau fraîche des torrents, ils peuvent venir dans les Pyrénées, mais bon, en général, on veut toujours une eau à 35, 30, ça a un coût, quoi. Il faut bien avoir une notion. C'est 2500 à 3000 kWh pour une famille, quel que soit l'endroit de France. On fait la multiplication avec des kilowattheures, c'est sur la facture. Donc voilà, c'est indispensable. Et le chauffage, évidemment qu'on peut faire plein de choses. Moi, j'ai une question par rapport à la filière professionnelle. Je suis un pro, je veux me lancer dans le solaire thermique. Très facile. Donc, je vais prendre ma casquette Qualitener. Vous allez sur le site de Qualitener. Vous avez des propositions de formation. Vous vous inscrivez dans ces formations. Une fois que vous avez fait la formation, vous avez une attestation. Vous remplissez le dossier Qualitener qui est en ligne, qui n'est pas compliqué. On répond sous 3 semaines à peu près. Il y a la certification. Et là, on est en probatoire, effectivement. Tant qu'on n'a pas fait des travaux, on est en probatoire. Vous faites votre première installation. Quand c'est fait avec Solistar, de toute façon, elle est obligée de marcher parce qu'il voit tout à distance et il n'y a pas de problème. Et je veux dire, vous envoyez votre facture à Qualitener et donc vous sortez de probatoire. Et dans l'année qui arrive, ou 1 an et demi, vous allez avoir un audit. Donc tout est sécurisé là-dessus. Et si vous avez des trous de connaissances, vous avez quand même l'UNGCCP, au niveau de la fédération, qui fait aussi des formations, qui a des ingénieurs qui vont aider à trouver les solutions techniques s'il y a quelque chose qui a raté. Mais bon, c'est pas plus difficile que de monter une PAC, c'est pas plus difficile que de monter une chaudière. C'est comme tout le reste, parce qu'on peut mettre une PAC à l'envers, c'est aussi compliqué une PAC. Je ne vois pas la difficulté que j'ai par rapport à du solaire thermique. C'est juste vouloir et changer d'état d'esprit, c'est tout. Et la difficulté, c'est la même chose. C'est de la rentabilité, des euros et des kilowatts. Il n'y a rien qui change. Pas plus compliqué que ça. Quand vous référez au changement d'état d'esprit, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est encore sur des on est sur des cultures de communication. Depuis très longtemps, on a eu quand même la culture de la communication de la PAC avec EDF. C'était le moindre mal pour économiser, mais pour pouvoir continuer à vendre des électrons. On est sur la culture, là, maintenant, il ne faut plus de gaz, il ne faut plus de ça. On veut fermer les réseaux, mais c'est stupide. On a du gaz vert qui arrive, on a plein de choses. Et je veux dire, c'est très complémentaire. On ne peut pas tout faire avec le solaire, on ne peut pas tout faire avec la PAC. L'essentiel, c'est de baisser le carbone. Donc, effectivement, pour l'installateur, c'est la notion de multi-énergie qui est plus difficile. Et de la gestion. Avant, c'était quand même très simple. On mettait une chaudière, un cumulus ou des radiateurs. On ne se posait pas la question. Ils avaient chaud, les gens. Maintenant, ils veulent avoir chaud, mais ils veulent dépenser le moins possible. Après, qu'ils veulent décarboner ou pas, ça, je ne veux pas dire que tous les gens pensent à décarboner. Une partie, oui, mais les autres pensent à leur facture. Surtout ça. Donc s'ils peuvent faire les deux, ils sont contents. Mais ne nous cachons pas. C'est surtout la facture.
Donc voilà, alors c'est vrai qu'il faut calculer un peu plus, il faut être un peu plus pointu, il faut mettre plus de sondes, plus de régulation, plus de data. Mais bon, c'est pas plus compliqué qu'Internet et la bureautique. Hein. C'est les problèmes qu'on a les mêmes. Hein. On a exactement les mêmes problèmes. Chez Solissart, bon, vous avez cette casquette Enerplan aussi, mais est-ce que vous, dans votre entreprise, vous faites aussi des actions comme ça de communication pour que la technologie elle soit mieux comprise et pour embarquer plus de monde dans ce secteur? Tout à fait, donc on fait des formations qu'on organise pour découvrir le solaire thermique et aussi des formations un peu plus avancées pour ceux qui veulent aller plus loin. Aujourd'hui, pour compléter aussi ce que dit Gaël, il y a un fort intérêt à être qualifié parce que on le voit sur les appels de nos clients chauffagistes. Aujourd'hui, il y a une baisse de l'activité de tous les appoints, hein, qu'ils soient PAC, fioul, gaz, granulé, bûche, pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est que toutes les énergies augmentent et convergent vers un prix plus ou moins 20% près, on retrouve toutes les énergies. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'économie à passer d'une solution, d'un appoint à un autre, et toutes ces énergies augmentent. Et donc, la solution qui reste, qui a un coût de zéro, celle qui permet de vraiment faire des économies, mais aussi de baisser notre empreinte environnementale, c'est le solaire. Et donc, en 2 ans, je dirais que le retour sur investissement est 2 fois meilleur. Et c'est la seule qui le permet. Et donc, aujourd'hui, ça permet de compenser cette baisse d'activité de la filière du métier du chauffagiste par une activité qui est en croissance, parce que elle apporte une réponse à la préservation du pouvoir d'achat de la planète et de générer du travail. Et donc aujourd'hui, celui qui se qualifie, il a l'avantage ensuite d'être sur le site et d'être référencé comme étant Kelisol et de pouvoir drainer du flux entrant. Et donc ça, c'est du chiffre d'affaires en plus. Ce que je voudrais dire en complément, c'est qu'il faut être multi-énergie, je me répète, mais le solaire pour moi est un socle, une base. Et en étant multi-énergie, on a une augmentation du confort, on a une baisse des factures, et si on regarde l'énergie telle qu'elle est à l'heure actuelle, et qu'on prend de la hauteur, qu'on dépasse le débat franco-français, en Europe, on a un problème de production électrique. On n'a pas assez d'électricité. Si on regarde les granulés de bois, il nous manque à peu près 500 millions de tonnes pour les granulés de bois. Alors on en a, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ça tire. Mais c'est toute l'Europe, donc tous les prix. Le gaz est demandé pour faire de la production électrique, mais partout dans le monde. Donc, tout va vers la hausse. Les débits des pétroliers chutent un peu. Bon, alors après, je suis sûr qu'ils ferment un peu les vannes, parce qu'en fermant les vannes, ils augmentent les prix, ils maintiennent leur pouvoir, parce qu'ils devront durer, mais ils veulent refaire des investissements qui coûtent trop cher pour avoir plus de pétrole. Oui, mais si je investis, mais je vais perdre de l'argent, bon, il y a des jeux. Donc on va quand même vers des choses difficiles en termes de coûts. Et puis, il faut bien se dire qu'en France, on n'a pas payé l'énergie, le coût qu'on devait payer. Voilà, donc on peut aller sans trop se tromper, on peut dire 25% de plus du coût actuel, on y sera. Ça fait cher, évidemment. Avant Covid, on était à 15 centimes le kilowattheure. Maintenant, on est à 25. Bientôt, on sera à 26, voire 28, 29. Il faut l'accepter. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Et bon, et puis c'est peut-être aussi le seul moyen qu'on a de faire baisser les consommations. Parce que, je veux dire, tout le monde s'est mis à consommer à outrance, quoi. On n'a pas réalisé. Bon, les 30 Glorieuses, ça a été très bien. On a eu l'énergie gratuite, on a fait plein de choses. Mais on n'a pas vu toutes les conséquences. Et qu'on est en train de payer maintenant. En tout cas, au niveau de Qualité ENR, les demandes de qualification augmentent pour le solaire thermique. Elles augmentent, thermique et photovoltaïque. PAC, elles se maintiennent. Bois, elles ont légèrement baissé. Mais on est quand même à plus de 18 000 entreprises, ce qui est quand même assez énorme. Et 38 000 qualifications, ce qui est relativement énorme. Et il y a quand même de la demande, alors qu'on sent une crise qui arrive dedans.
Et je pense que c'est un changement de politique dû aux particuliers qui ne savent pas quoi faire. Donc ils vont voir les professionnels et les professionnels essayent de leur mettre des solutions bas carbone et qui sont plus économiques. Bon, après, le plus économique entre nous, c'est quand même le soleil. On ne nous a pas mis une taxe. Hein. On a failli le faire en Espagne. Hein. En Espagne, il y a eu une taxe qui a été enlevée par pression de la Commission européenne. Bon, ça y est, c'est fini, on n'a plus le droit de faire de taxes sur le solaire. Parce qu'on pourrait nous faire une taxe sur l'air qu'on respire aussi bientôt. Donc là-dessus, c'est zéro. Donc zéro, c'est difficile d'avoir des taxes dessus. Moi, je trouve que c'est une des meilleures solutions. Je rappelle qu'à la préhistoire, et que les Romains utilisaient ça quand même, le solaire et le bois. Il faut juste revenir. C'est qui l'intrus dans les 2000 ans qui sont passés? Je pense que c'est le fossile, c'est pas les énergies renouvelables. On l'a peut-être oublié, ça. Mais en tout cas, le marché, il est porteur. Vous diriez que là, ça... Ben, alors, porteur, moi, je vais parler de moi. Pendant 10 ans, j'ai fait pratiquement 300 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Et depuis 3 ans, je ne fais que 40% d'augmentation tous les ans, quoi. Mais là, on va passer les 1,2 million facilement. Donc, je ne vais pas me plaindre, quoi. Et vous, c'est 40% de croissance, vous disiez Oui, bah, la même croissance, forcément, puisqu'elle vient de notre client chauffagistes. Et donc, ça fait 3 années, cette année aussi, plus 40% de croissance. Très bien. Alors, il est l'heure de passer aux questions des personnes qui nous suivent. Oui, tout à fait. Alors, nous avons une question de Richaume qui s'interroge sur le nombre d'installations cette année. Question solaire thermique? Oui, sur le solaire thermique. Alors, sur le marché, alors je vais vous dire ça de tête parce que j'ai pas tout à fait les chiffres. On doit être à l'année 2000, non? Ouais. Le marché, je crois qu'il est en croissance de beaucoup, hein, progression à 3 chiffres. Voilà. Donc, il est en très forte croissance. Je pense qu'on doit être entre 2000 et 2200, quoi, à peu près, quoi. Mais bon, on part de pas grand-chose, hein. Donc, s'il y en a qui baissent, qui étaient très haut, on n'est toujours pas là, quoi. Hein, on n'est pas au rendez-vous encore. On peut toujours avoir des croissances de 200% pendant 10 ans, il n'y a pas de problème pour rattraper. Au moins, c'est en croissance, donc on est sur la bonne voie pour accélérer. Oui. Nous avons une autre question donc, de Pascal. Comment gérer la décharge lorsqu'il fait 35 ou 40 degrés pendant plusieurs semaines? Comment est utilisé ce surplus d'énergie? Alors, c'est là où on a un brevet sur la gestion d'excédent d'énergie l'été. Donc, cette chaleur, on la stocke la journée dans des ballons qu'on surdimensionne à cet effet. On a donc des règles de l'art de dimensionnement. Et la nuit, on évacue la totalité de cette excellente chaleur stockée. Donc, on a un savoir-faire breveté qui permet d'évacuer la totalité, et c'est ça qui nous différencie de nos confrères, de la totalité de l'excédent de chaleur. Et donc chez nous, il n'y a pas d'accumulation possible de chaleur, même si les clients ne sont pas là pendant tout l'été. Par expérience, j'ai des installations très grosses de plus de 25 mètres carrés, il y avait des ballons de 1000 litres et tout. L'été se passe, les gens partent en vacances, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai que c'est un point fort, donc la question est très pertinente parce que c'était un des talons d'Achille du solaire thermique. Donc la génération d'avant où on avait un ballon qui centralisait l'énergie, vu comment c'est fait, et on repartait de ce ballon, effectivement, vous ne pouvez pas refroidir le haut. Donc vous refroidirez que la moitié. Vous aurez un problème. Après, dans le système, il ne dit pas tout, hein. Il dégrade les circulateurs, les capteurs deviennent à peu près récepteurs, émetteurs en même temps, il défausse l'énergie dans d'autres zones, chaudières ou autres, ou dans des panneaux, ce qui fait que ce problème-là n'est plus un problème. Ce fut un problème, mais il n'y a plus de problème là-dessus. Bah, il y a des règles de base à respecter, mais c'est tout. Nous avons une autre question de Benoît qui s'interroge. Le souci principal du solaire thermique ne serait-il pas le manque de maintenance et la défaillance de certains prestataires? Eh bien, ce fut le cas pour plein de générations qu'il y a eu il y a 25 ans sur les packs, où maintenant on n'a plus de problème. Sur le solaire thermique, on avait des technologies anciennes, effectivement, où on a eu un problème dessus, mais après on a eu des problèmes. On va quand même relativiser.
Moi, je sais les problèmes qu'il y a eu sur des HLM, et je vais donner des exemples bien précis. Les premiers HLM que j'ai réalisés, on m'a laissé tranquille. Le bureau de contrôle m'a laissé tranquille, l'architecte m'a laissé tranquille. Ils ont eu 3 mois de livraison de gaz, il y avait une chaudière, mais il n'y avait pas de gaz. Donc ils ont déménagé, on a produit l'eau chaude avant que le gaz arrive, pas de problème. Le 4e chantier, après, ils m'ont mis en concurrence avec d'autres installateurs qui ont mal dimensionné, qui ont mis du matériel, et puis moi, il me dit, mais monsieur Parras, vous êtes 2 fois plus cher. Et puis c'est tombé en panne très très vite. Et de là, ça a été des cascades, effectivement. Mais j'ai des souvenirs d'avoir travaillé en 98-99 avec Texol. On a des installations qui fonctionnent, qui ont été bien dimensionnées, bien suivies, bien réglées. Il n'y a pas ce problème. Donc cette critique-là, je veux bien l'entendre, mais c'était des erreurs de conception, du matériel beaucoup moins performant. Et même à l'heure actuelle, si on employait du matériel Solisart, ça ne pourrait même pas se faire parce qu'il y aurait des alertes avant. Et la première alerte aurait été déjà dans le dimensionnement du matériel par rapport à la surface du capteur. Donc ça ne peut pas tomber, ça ne peut plus arriver. Sauf si on prend du matériel exotique et tout ça, oui. Mais comme dans toute profession. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas où ça peut arriver, quoi. Alors, nous, on a 100% de nos installations qui sont suivies, et donc on voit bien ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Donc, ce qu'on invite nos clients, donc, sur les installations individuelles, en règle générale, c'est le chauffagiste qui fait sa maintenance. Ça marche très bien, on n'entend jamais parler. Si jamais il y avait quelque chose, il y a un autodiac qui est là pour ça. Sur du collectif, là, il y a quand même 2 cas de figure, et donc un où il faut être vigilant. Ce que j'invite sur le collectif, c'est que lors des appels d'offres, donc là, on ne maîtrise pas forcément l'installation et la maintenance, mais que la maintenance soit systématiquement prévue dans l'appel d'offres. Et que la maintenance soit confiée à un chauffagiste ou une société de maintenance qui connaît le solaire. Et ça, c'est la clé du bon fonctionnement de toutes les installations. Et derrière, les industriels ont mis en place des systèmes connectés à distance pour assurer que s'il y a une dérive dans le temps, les sociétés, les professionnels soient informés et puissent la corriger. Donc c'est vraiment la clé, effectivement, c'est une société de maintenance ou chauffagiste qui connaît le solaire. Donc il y a un minimum de formation. Et là, on est sur des installations qui marcheront très bien. Et qui durent très longtemps. Moi, j'ai des campings qui durent depuis 25 ans que j'ai réalisé. Il n'y a pas de problème. Je vais donner une autre illustration si on a du temps. J'ai fait un collectif. Et puis 8 ans après, les capteurs ont gelé, ça fuyait, tout ça. Convoqué, engueulé par les clients qui étaient le syndic, un G qui fanfaronnait, blablabla. Bon, très bien, je regarde. Elle me dit, non, c'est pas la peine de monter. Faites-moi voir où vous remplissez. Alors, il fait voir. Donc, on va dans la chaufferie gaz. Et puis, il y avait des tuyaux primaires qui passaient. Ils avaient mis un robinet à opercule et ils rajoutaient de l'eau. Bon, très bien. Alors, vous voyez, ça coule. Ah oui, je vois, oui. Par contre, je vois la bêtise. Bon, on va descendre. Oui, parce que vous avez signé papier comme ça va pas. Non. On va descendre. On descend un étage. Je dis, vous pouvez m'ouvrir cette porte ? Là, un quart d'heure pour trouver les clés. Un quart d'heure, 8 ans après. On ouvre la porte, il y avait une poussière pas possible. Il y avait des jolis schémas, des pompes avec de l'antigel, et les explications comment remplir le système solaire. Qui est fautif. Là, je peux vous dire qu'ils ont tous fait la tête. Moi, je me suis régalé. Bon, voilà. Donc, il y a de la mauvaise... il y a des choses qui sont utiles, mais je ne sais pas, et elles sont torpillées parce que on veut pas, ou on veut pas en entendre parler. Voilà. Et maintenant, non, je pense que les gens commencent à comprendre les problèmes et ça va beaucoup mieux, quoi. On a une autre question ? Oui, on a une autre question de Benjamin. Pouvez-vous nous donner des budgets d'installation et de maintenance ? Les installations, on va dire que ça va entre 20... après, j'ai des particuliers, mais on va parler de maisons courantes de 110, 120 mètres carrés, et sur des maisons de 600 mètres carrés, parce que des fois on a des maisons de 600 mètres carrés, voire plus, hein, on va être à 50 000 euros. Donc on va aller de 20 à 50 000. C'est l'étude qui va déterminer par rapport aux besoins, le lieu géographique,
Mais bon, la moyenne des maisons de base, c'est 21 000, 22 000 euros. Et la maintenance, c'est 100 euros, 150 euros tous les ans, tous les 2 ans. Moi, je ne suis pas pour une maintenance tout le temps, parce que quand je suis avec des systèmes Solisart, je sais avant le client les pannes. Donc, j'ai pas trop de problèmes. Et puis, on fait 2 ans de garantie totale au début. Donc, on révise les joints, on resserre, on fait. Et après, on leur fait un entretien tous les 2 ans, quoi, et ça va très bien. On devrait le faire tous les ans, mais c'est pas nécessaire. S'il y a une anomalie, on est prévenu avant. Alors, où est le problème? Donc le prix posé, effectivement, il est dans ces ordres de grandeur. Hein, c'est-à-dire qu'on est pour les petites installations. Alors sachant que je vais parler de nos produits, on comprend tous les ballons d'eau chaude, toutes les pompes, donc les circulations pour le chauffage pour toutes les zones, les vases d'expansion, la régulation de la maison, c'est-à-dire qu'on repart avec une installation neuve. Donc l'équivalent pour faire ça en changeant les ballons, l'installation neuve, toute la chaufferie, il y en a peut-être pour 7 000 euros. Donc il faut le déduire de ces 7 000 euros, les investissements que vous a communiqué Gaël et que je vais vous communiquer aussi. Donc on est peut-être à 2 000 euros pour des petites surfaces capteurs, donc une dizaine de mètres carrés. Et au plus la surface augmente, et au plus le prix se rapproche des 1 000 euros ou 1 200 euros on va dire 1 200 euros du mètre carré pour l'individuel et le petit collectif. Et au plus la surface augmente, et au plus le prix baisse. Voilà, donc d'où un des intérêts, c'est que effectivement d'agrandir un peu la surface pour aller chercher un meilleur retour sur investissement. Puisque on le fait avec un prix du capteur supplémentaire qui est 2 fois plus rentable. On a peut-être le temps pour une dernière question. Oui, on a une dernière question de François. Quel est le coût moyen de retour sur investissement d'une installation de solaire thermique? Moyen de retour d'investissement. Je ne comprends pas la question. Non plus. Est-ce que tu peux la reposer, Noé? Oui. Quel est le coût moyen de retour sur investissement d'une installation de solaire thermique? Alors, on va parler de retour sur investissement, parce qu'il y a donc, on est entre, en règle générale, 10 et 5 ans. C'est-à-dire que plus on est dans les cas favorables, ou plus on se rapproche des 5 ans. Donc les cas favorables, c'est quoi? C'est j'ai les panneaux au sud, bien inclinés, où j'ai de la consommation de chaleur l'été. Voilà, et donc on va passer du cas standard une dizaine d'années à 5 ans. Après, il y a 2 autres cas quand même qu'il faut citer. Il y a des cas très favorables, comme par exemple la chambre d'hôte avec piscine intérieure dont je parlais, mais ça peut être le camping, ça peut être les gîtes chambre d'hôte, c'est-à-dire qu'on augmente, quand le solaire permet d'augmenter la période d'ouverture, par exemple une piscine municipale qui ouvrirait 15 jours de plus avant, 15 jours après, parce qu'elle le fait avec des charges nulles. Et dans ce cas-là, il y a des recettes supplémentaires pour les mêmes coûts fixes. Et là, la chambre d'hôte dont je parlais, le fait qu'elle ait pu ouvrir sur une période et gagner 3 mois de temps d'ouverture, ça a été rentabilisé en 4 mois. Donc ensuite, vous pouvez avoir des process industriels où il y a des très grosses une laverie, un hôtel où il y a des très grosses consommations l'été. Ben là, on est dans des cas favorables, c'est-à-dire qu'on a une grosse surface capteur, donc un prix posé qui est très faible, et des gros besoins, donc une productivité très faible. Il y a aussi un autre cas favorable, c'est quand on est limité, quand il y a un bouclage sanitaire, ou quand on est sous-dimensionné en capteur parce qu'on a une contrainte qui fait qu'on ne peut pas tout mettre, mais il y a des tellement gros besoins derrière que les panneaux solaires, ils travaillent à basse température toute l'année. Et donc là, par exemple, ça peut être un camping où il y a des très très gros besoins l'été, et les panneaux solaires, ils sont... voilà, il n'y a que la surface de... et donc là, on est dans des cas très favorables, et donc on peut arriver sur des rentabilités excellentes. Et après, il y a le dernier point qui est... on va prendre les maisons individuelles, on pourrait dire une dizaine d'années, parce que c'est sur un toit, il n'y a rien c'est standard. Mais il y a la plus-value aussi que ça apporte à l'habitation. Donc là, c'est rentabilisé dès la mise en service, tout de suite, hein, c'est instantané. Et puis, il y a aussi le gain sur la durée de vie de la chaudière, parce que un chauffage solaire, c'est le même investissement qu'une pompe à chaleur géothermie ou qu'une chaudière granulée.
mais il y a un coût de zéro de l'énergie. Donc il y a deux avantages à ça. C'est que, un, ça va faire doubler la durée de vie de la chaudière, puisqu'on va la solliciter 2 fois moins longtemps. En fait, rien que le gain financier d'avoir doublé la durée de vie de la pointe, il est déjà amorti. Et donc on est pareil sur ça amortit immédiatement. Et il y a aussi une dernière façon de voir les choses, c'est que finalement, aujourd'hui on peut emprunter à taux zéro, que l'on soit ménage aisé ou pas, et à taux zéro, on peut emprunter jusqu'à 15 ans. Et comme on est sur des rentabilités qui sont inférieures à 10 ans, eh bien en fait, on est en gain de pouvoir d'achat dès la première année. C'est-à-dire que l'économie financière est supérieure au remboursement de l'emprunt. Et donc, on gagne du pouvoir d'achat dès la première année. Donc en fait, c'est rentabilisé. Dès la première année, on a baissé nos charges. Et donc, c'est une excellente solution et grâce à un coût de l'énergie nul. Très bien. Eh bien, merci d'avoir été présent ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur les évolutions autour de MaPrimeRénov', on se retrouve à 11h30. À tout de suite.